Nous sommes à la télé. Allez, Ali Badra, tu nous as expliqué cette histoire incroyable. Et nous avons essayé de la résumer de cette manière. Oui. Et vous dites que tout ce qu'on a dit dans ce résumé émane de vous. Tout à fait. C'est en cela que je respecte votre sincérité. Tout à fait. Mais ce n'est pas le tout de l'histoire. Pas du tout. Nous avons envie de comprendre, est-ce que vous êtes, vous, Ali Badra, un criminel? À ma connaissance, non. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a une fois menacé de tuer, excusez-moi du terme, toute votre famille? Pas du tout, très loin. Est-ce que vous êtes quelqu'un de violent? Non, non, à ma connaissance, non. Maître, Oui. passez-moi l'expression, c'est le plus grand souhait que je puisse vous faire. Oui. Est-ce que la loi guinéenne Oui. permet à un président de tribunal de première instance, de quel que soit l'endroit sur les 245 857 km², à retirer l'enfant d'un parent qui n'est pas violent, qui n'est pas criminel, qui n'est pas quelqu'un qui menacerait à une atteinte de la vie ou à la vie de sa famille? Monsieur Séné... Ou, je veux dire, en quelque sorte, à quel moment la justice de la République de Guinée, Travail, Justice, Solidarité, a le droit et peut user de son autorité à retirer les enfants des parents ou d'un parent? À quel moment? Voilà, monsieur Séné, bon, pour ne pas... Je voulais en venir, mais comme déjà, voilà, vous avez déjà posé la question. Ouais. Donc, la question que vous posez est bien sûr réglementée par les dispositions du Code civil guinéen. Et lorsque nous prenons les dispositions de l'article 500 et suivant, cette question ou cette problématique est bien sûr réglementée là-bas. Il en est, par exemple, que lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction criminelle, parce que la personne a commis ou aurait commis un crime ou un délit contre l'enfant, là, dans ce cas, la justice peut être en mesure ou en mesure légale de déposséder l'enfant voilà, avec ses parents. Ça, c'est la première hypothèse. Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez été l'objet d'une condamnation criminelle parce que vous avez mal agi envers votre enfant? À ma connaissance, non. Voilà, donc ça, c'est la première hypothèse. Deuxièmement, tout se situe aussi... Excusez-moi, on pose ces questions avant de vous écouter. Oui. C'est pour permettre à nos auditeurs et téléspectateurs de comprendre. Parce que c'est incroyable. C'est juste incroyable que cet amour, que cette responsabilité parentale que vous avez vis-à-vis de vos enfants vous soit coupée de cette façon. Oui, parce que en principe, si c'est pas une décision de justice, voilà, donc peut-être que je ne sais pas trop. Si, en tout cas, s'il donne des explications, on va bien voir les directives. Kumbassa, nous vous écoutons. Voilà. Vous êtes la victime de cette situation. Voilà. Vous ne contrôlez pas votre salaire. Vous avez été dépossédé de vos enfants. Vous avez été dépossédé, passez-moi l'expression, autant pour moi, dépossédé de votre épouse. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Tout à fait. Il y a de cela depuis 9 ans que je souffre la situation familiale qui est sous ma responsabilité. On était jeunes, les oncles du côté maternel et la maman sont venus me rencontrer, me proposer une femme de leur choix, de la famille. Comme il se passe dans la société africaine. Comme il se passe dans la société africaine. Vous étiez jeune, vous aviez quel âge en ce moment? Ils ont 9 ans avant aujourd'hui. Vous aviez au moins l'âge de la majorité. Tout à fait, d'accord. Finissant fraîchement les études, je suis venu. Mais ils m'ont persuadé disant que les frères ont échoué leur avenir. C'est sur moi qu'ils comptent. D'accord. Mes grands frères, les 3 grands frères ont échoué. Pratiquement, on peut pas compter sur eux. C'est sur moi qu'ils comptent. Oui. Donc, ils désiraient que j'épouse cette dame afin qu'elle vienne assister vraiment aux besoins de la maman. D'accord. À alléger les tâches familiales, comme tout un chacun le fait, le veut. J'ai donné mon avis, mais tout en signifiant que vraiment, je voudrais que vraiment les comportements soient compatibles. D'accord. Parce que dans le ménage, il faut que les comportements soient compatibles. Il faut que la femme soit soumise. C'est une question d'avenir, c'est une question de vie aussi. Il faut que la femme soit soumise, sinon rien ne peut aller dans ce sens. Ils m'ont donné l'aval, ils ont très bien apprécié le comportement de la femme. D'accord. Sauf que le jour où nous sommes allés au mariage, on a rencontré des amis qui nous ont accueillis, nous disant que vraiment, est-ce que vos parents vous aiment réellement? C'est la femme là qu'ils ont proposé pour vous. La femme là, elle n'est pas admise et comprise ni aimée par tout notre district.
c'est une femme de mauvaise augure. Bon? Tout à fait. C'est une femme qui a enfanté déjà 2 enfants de pères différents. Et puis, qui ne se comporte pas bien, qui ne parle avec aucun membre de la... Et donc, vous avez reçu ces conseils bien avant votre mariage? La nuit même de la cérémonie. Wow. Vous savez, la nuit, quand vous venez au bal de mariage, là, avec les amis, voilà, qui vous accueillent. D'accord. Le lendemain, on vient à la maison, je signifie cela à la maman. Je dis, ah maman, il y a eu ces propos qui sont sortis derrière la fille. Est-ce que vous en êtes au courant? Non. Ce qui est là, c'est à nous les parents qu'on a donné la femme, c'est pas à toi. Toi, tu n'as pas quelque chose de grand à faire. Et c'est qui vous a répondu comme ça? C'est ma propre maman. Donc elle fait partie des membres de la famille qui ont sélectionné la fille. Bien sûr. D'accord. Donc continuons cela. La semaine même de son mariage, les femmes qui accompagnent la nouvelle mariée à la traditionnelle, chez son époux, la semaine même, ils ont commencé à se quereller avec la nouvelle épouse. Donc Cécile, on signifie là-bas que si tu te comportes comme ça, et si tu ne dureras pas dans ce ménage-là. Donc toujours, ça m'a fait sous-entendre que ce qui a été dit là-bas reste à suivre. Le même mois du mariage, le même mois, la querelle a commencé entre la fille et moi. Et ça, c'est juste que là, il n'y a pas un mois ou 2 semaines de paix entre nous. Mais vu tout ça, au début, on nous disait qu'il faut 8 ans. Il faut accepter. C'est nous qui l'avons choisi. Arrivé à un moment où on a enfanté déjà, l'enfant grandissait, je constatais que vraiment, elle menaçait les enfants. Elle menaçait. Ce qui m'a un peu... En faisant quoi? En frappant. En frappant. En frappant comment? Parce que les fouets aussi font partie, en Afrique surtout, des systèmes d'éducation des enfants. Le bras en frappant. D'accord. En frappant. D'accord. Et à chaque fois qu'elle frappe, je demande, mais pourquoi vous faites ça? C'est lié à quoi? Parce que frapper un enfant, c'est légal, mais il faut frapper avec une cause. Avec amour. Avec amour. Une cause qu'elle doit, qu'elle doit arrêter. Parentale, oui. Ou bien une cause qu'elle doit arrêter que tu ne veux pas qu'elle fasse. Mais frapper seulement parce que c'est nous qui l'avons mis au monde, on frappe parce que quand on veut, bien quand on est nerveux, quand on ne se comprend pas. Moi, je ne comprends pas ça. Ouais. Mais au fil du temps, je vois que ce qui a été prédit dans le passé, dire que vraiment celle-ci ne se comporte pas bien. Est-ce qu'elle n'est même pas victime d'une démence? J'ai commencé à constater cela parce que ça n'allait pas. À chaque fois que ça ne va pas, quand on va faire une assise, elle sait qu'elle donne comme cause de notre querelle n'était pas compris par les gens. Les gens disaient que vraiment la fille, il faut arrêter. Mais, sauf que comme je l'ai dit, qu'à chaque 2 semaines, on était en conflit. À chaque 2 semaines, on était en conflit. Et sa politique, c'était quoi? C'était à chaque fois prendre mes enfants, aller dans le village, aller chez ses parents, aller dans d'autres villages, aller chez nos parents. Quelle était généralement, pour ne pas être trop curieux, la cause de votre querelle? Quelle était généralement la cause de vos querelles? Puisque chaque 2 semaines, c'était répétitif, perpétuel. Moi, à ma connaissance... c'est... Oui, dites-moi. Bon, moi, à ma connaissance, ce que je doute, c'est qu'elle est agressive. Elle n'est pas une personne raisonnable. Elle est déraisonnable. Est-ce qu'elle s'acquittait de ses devoirs conjugaux? Ça, bon. Quand ça la venait en tête de bien faire. Tantôt, il y a la dépense, elle ne cuisine pas. Nous sommes à l'école avec les enfants. Quand on vit, on trouve que la dépense, elle ne cuisine pas. D'accord. Et sans qu'elle me suggère quelque chose par avance, qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, on vient trouver qu'elle ne cuisine pas. Quand ça l'énerve, moi en tout cas, ce que j'ai conclu en elle, c'est qu'elle vide la démence. D'accord. Elle déraisonne. Ce qui la semble bon, elle le fait, ce qui la semble comme ça, elle déraisonne. Sans raisonnement. D'accord. Et jusque-là, je peux l'assumer parce que partout où on nous mettrait en confrontation, on ne pourra pas donner des propos raisonnables. Ça, on a fait plus de 40 assises avec maintes personnes. Dans toutes ces assises, on a vu que vraiment, elle ne pouvait pas donner des propos qui étaient écoutables, qui étaient défendables. À chaque fois qu'on fait ces assises, c'est elle vraiment qu'on blâme, c'est elle qu'on blâme, c'est elle. Mais quelque chose m'étonnait dans ça. À chaque fois qu'elle se déplaçait pour ses parents, chez ses parents, ou bien chez nos quelques parents, on la faisait revenir chez nous, chez ma maman. Et à chaque fois qu'elle venait chez ma maman, elle fait 2 jours, 3 jours, elle vient chez moi. C'est-à-dire, je sens en elle que vraiment, elle ne veut pas rester chez moi, sauf chez ma maman. Elle me l'a avoué, chacun me l'a avoué. Fais tout que ta femme soit chez ta maman, sinon tu ne seras pas d'accord avec elle. Et même maman l'a avoué. Une fois, bien en 2019-20, j'étais dans la contrainte. Mais toujours pour que vraiment la famille et les enfants soient honorés. J'ai accepté que ma petite famille va vivre chez ma maman, dans la grande famille.
J'ai fait toutes les dépenses. Pas une fois, pas deux fois. Toutes les dépenses scolaires, familiales, tout. Mais sauf que ça ne marchait pas comme ça. Mes enfants n'étudiaient pas. Mes enfants étaient abandonnés à eux, n'étaient pas habillés, n'étaient pas propres. Hein, et étaient abandonnés entre eux à la prostitution, entre eux les enfants là. J'ai fait de mauvais constats. Et entre eux les enfants, je ne sais pas si c'est la prostitution ou quoi, les enfants qui se couchent sur eux, hein, qui font l'amour entre eux. Ils ont quel âge, tes enfants? Mes enfants, la plus grande a 6 ans, 8 mois, la plus petite a 3 ans et quelques mois comme ça, 6 mois comme ça. Ça se passait où, cette histoire de... Chez moi, à Bokeh. Non, en fait, vous dites que vous n'êtes pas avec vos enfants à la maison. Ça se passait où? Chez vous à la maison? Chez nous à la maison. Ça c'est la faute à qui? Moi, à ma connaissance, bon, à mon avis, c'est la faute à... Bon, c'est la faute à mes parents, pas à mon avis. C'est les parents qui nous ont... À qui vous avez confié vos enfants là? À qui vous avez confié? Comment vous avez été mis au courant que cette situation que vous décriviez là, oui, j'ai pas envie de reprendre, oui, se passait. Comment vous avez été informé que ça se passait? Une première fois, oui, quand on était encore ensemble à Sangaredi, ça arrivait que je voyais les petits garçons faisaient ça avec mon enfant, au sud de ma femme. Mais quand j'ai dit, madame, comment tu peux accepter quand tu es là, tu es avec les enfants font ça? Elle me dit que non, elles sont pas âgées encore, ils vont arrêter ça dans l'avenir. Wow. Ça c'est un. Deuxième fois, pendant mes petits déplacements pour venir rendre visite dans ma grande famille à Bokeh, j'ai vu un jeune et mon enfant se taire les mains, aller se coucher. Wow. Ça aussi j'ai dénoncé. 6 ans. 6 ans. Non. Les photos là même sont là. Les photos de deux jeunes à qui vraiment je crois que c'est eux qui font ça, mes enfants. Et ils ne se quittent pas. Vous croyez? Hein? Vous croyez? Sur lesquels ils doutent en fait. J'ai vu le premier cas là, je l'ai vu. Il s'appelle Kala. Non, le premier cas dont je parle, je l'ai vu. Il a tenu, quand tout le monde est au dehors, il tient le bras de mon enfant. Il fait parce qu'ils étaient habitués à le faire. Quand je suis venu pour eux, je ne portais pas attention. Pourtant, je suis très vigilant. Tout mon déplacement pour Bokeh, c'est pour mes enfants, pas pour autre chose. Ouais. Et je savais que madame est inattentive. Il suffit que quelqu'un voit cette occasion, madame est inattentive, que la personne profite. Et les enfants sont des vulnérables. Alors, c'est vrai. Moi, je ne voulais pas mettre les charrues avant le bœuf, mais vous avez parlé quelque part de mariage forcé. Je suis d'accord. Je veux donc que dans vos explications que vous ressortez le caractère forcé de ce mariage. Vous savez, le caractère forcé d'un mariage, c'est que déjà quand on vous sollicite un partenaire... Ça dit que vous n'avez pas choisi. Pas du tout. Quand on vous sollicite un partenaire, on vous l'a sollicité. 2, avant que le mariage soit consommé, vous décrivez des irrégularités. Ouais, vous décelez des irrégularités. Vous dites que vraiment cela ne peut pas être compatible avec ma situation. On vous dit que non, c'est ce qu'on a voulu parce que c'est ça. La communauté africaine. On vous a contraint à ce que vous preniez la dame en mariage. Bien sûr que oui. D'accord. Bien sûr que oui, parce qu'on disait que c'est un membre de la famille. D'accord. Il faut qu'on tous... Mariage endogamique. D'accord. Voilà. That's it. D'accord. Donc c'est un peu ça par rapport à votre question. Ok, d'accord. Continuer. Donc de là, quand j'ai compris tout ça, j'ai dit que non, ma famille, mes enfants, je ne peux pas rester ici. Si vous voulez que ma femme, c'est ma femme que vous avez mariée pour nous. Si vous voulez que ma femme soit là, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Je ne trouverai jamais un point qui va à l'encontre de votre sollicitude. Mais mes enfants, faisons de telle sorte qu'ils soient épargnés dans tous les problèmes que j'ai la gestion de leur éducation. C'est là où tous ces problèmes-là ont commencé. Du moment où je n'ai pas accepté que ma petite famille soit dans la grande maison, c'est ce qui a suscité tous ces problèmes, qui a fait que je ne quittais pas. Quand tous les parents conseillent à ma maman que vraiment la femme doit aller chez son mari, quand la fille vient, c'est des bagarres, ça m'envoie à la police. Elle peut même se lever, venant me cogner, elle heurte son front à un meuble, ça se blesse, c'est moi qui suis conduit à la police, gendarmerie. Jusqu'à tout récemment, le 4 ou 6 novembre passé, que c'est la justice qui m'appelle pour enlèvement de 2 enfants. Pendant que moi j'ai laissé, j'étais en vacances, tout récemment j'étais en vacances à Bokeh avec mes enfants. En vacances, après les vacances, j'ai voulu puisque je suis rapproché à Kolabou. En fait, je veux comprendre. Alors, vous résidez où?
À Boké, parce que vous parlez de Boké et j'entends souvent... Vous résidez à Sangaredi. J'ai résidé à Sangaredi. J'ai résidé là-bas. D'abord, je devais travailler à Koundara. D'abord, tous ceux qui... En tant que... enseignant. Tous ceux qui ont été admis à l'accès à la fonction publique dans le cadre d'enseignement qui n'étaient pas contractuels à la fonction publique devaient être envoyés à Gawal et Koundara. Sauf que moi, qui n'étais pas dans le critère là, moi j'ai été maintenu à Sangaredi. Je me suis demandé pourquoi moi je n'ai pas vécu le même sort que les autres. Ils sont venus m'alerter que tu crois que tu es venu toi-même ici à Sangaredi. Sinon tu aurais allé à Gawal. C'est que c'est un moment qui est venu nous rencontrer quand on laisse à Sangaredi. D'accord. Donc là-bas aussi, j'avais constaté que je n'avais pas la liberté de gestion de travailler. À chaque fois, c'est la DP qui m'appelle. À chaque fois, j'ai des choses, je rencontre des embûches. Quand je vais à la DP pour savoir, mais pourquoi j'ai ces appels, j'ai ces mécompréhensions, la DP me dit que, ah, dis donc, si tu ne respectes pas ta maman, si tu ne comprends pas ta maman, tu n'auras pas ce que tu veux. Et puis aussi, en parlant de ça, je vois que c'est ma maman qui pointe comme ça. J'ai dit, cette situation, ça aura fin un jour. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Cette situation aura une fin un jour. Parce que les activités administratives et professionnelles ne doivent pas se résoudre avec le sentiment familial. Comment un DPO comme ça peut s'ingérer, comment un DPO peut laisser des activités familiales s'ingérer dans sa gestion? Pendant que moi j'ai un frère qui est enseignant, qui est dans un mauvais sort, qui est dans un très mauvais sort, d'abord qui présentement ne travaille pas, mais je l'ai payé et est-ce que son salaire n'est pas géré entre la famille et le DPE qui ne travaille pas? Donc, moi j'ai eu peur pour ne pas que la DPE facilite à la famille d'avoir goût à cela. Parce que ça arrive à un frère, deux frères, trois frères. Je ne veux pas un peu aller très loin parce que... Voilà. Sur les médias. Voilà. Maintenant, j'étais le seul qui était épargné de tout ça là. Et maintenant, si la DPE et la famille communiquaient jusqu'à ce que moi-même j'ai peur de la sécurité de mon travail, je me suis battu que la DPE m'enlève à Sangaré, parce que ça ne pouvait pas aller. La DPE m'a rapproché à Kolabui. Mais avant que la DPE m'envoie à Kolabui, tous les amis, il y a un mois déjà, tous les amis me disaient que tu es muté à Kolabui, muté à Kolabui, muté à Kolabui. Je me dis, mais comment je suis muté un mois dedans? Chacun me le dit, moi je ne suis pas informé. Pendant que les parents, tout le monde soit informé, tout le monde s'est déjà préparé par rapport à ma mutation. Je viens à Kolabui, j'aménage là-bas. On m'a dit, il faut te battre pour venir à Boké. J'ai dit, moi, tout ce que je veux, c'est de m'éloigner de Boké. C'est pas venir à Boké. Et pourquoi vous voulez vous éloigner de Boké? Bon, parce que à Boké, ceux qui sont censés de nous sécuriser, hein, d'être nos parents, de nous suivre, de nous orienter, si eux-mêmes ne comprennent pas qui nous sommes, ils nous craignent. Et moi, je me suis demandé pourquoi, sans motif, parce que depuis notre naissance, aucun voisin dans la vie, depuis notre naissance, n'est venu en famille demander à nos parents que votre enfant a fait ça. Mais si c'est eux-mêmes qui ne nous comprennent pas, nous, on est confus. Si tous les enfants comme moi, mes frères et sœurs, essaient tous de quitter la maison, c'est pas moi qui va préférer d'être à la maison. Surtout que moi-même, j'ai des expériences de la famille qui attestent que eux-mêmes ne nous comprennent pas jusque-là. Parce que je ne veux pas dire autre chose, je veux dire qu'ils ne nous comprennent pas. Et pourtant, à ma connaissance, nul n'est venu une seule fois dans ma famille demander que mon frère ou ma soeur ou bien moi, à ma connaissance, depuis que je suis né, a fait cette erreur. C'est toute la Guinée qui m'écoute comme ça. S'il y a pas le contraire, il faut vous appeler ici. Donc s'ils ne nous comprenaient pas, et que dans ces mécompréhensions-là, c'était peut-être, comment dire, je vais dire ça, quand on n'aime pas son chien, on l'accuse de rageux. Si c'est eux-mêmes qui nous exposent, qui nous vendent, qui vont se plaindre contre nous auprès des personnes, c'est qu'on se voit insécurisé. Ceux qui sont censés te sécuriser, c'est eux-mêmes qui sont les premiers à aller parler au nom de toi, par rapport à vos mécompréhensions. Ce qui a fait que nous ne voulons pas rester à Boké. Parce que à Boké, nous ne sommes pas des petites personnes. On a des qualités aussi, on a des aptitudes, on a des jeunes dynamiques. Mais tout ce qu'on veut faire, si ce n'est pas nos propres parents qui nous suivent, si c'est eux-mêmes qui vont dire que mon enfant là a ce problème, est malade ou bien a ce problème, moi je ne connais pas, je ne veux pas largement, c'est-à-dire penser à ce qu'ils disent aux personnes. Mais j'en connais un peu, et j'en connais tout récemment, le ministre m'a dit quelque chose là-dessus, le ministre de l'Éducation, mais je laisse ça entre parenthèses. Mais s'il s'avère que c'est eux-mêmes qui vont un peu nous dénigrer, nous diffamer ou bien... Mais qui exactement de la famille? Quand vous dites qui vous dénigre? C'est un pronom personnel, on a besoin Moi, je dis que c'est Marama Kompo qui est notre propre maman. Donc votre maman s'appelle Maman Mariama Kompo. Oui, vice-maire de Boké.
Donc de là, moi je ne pouvais pas rester en famille parce qu'aucun de nous n'est en famille, tout le monde veut quitter à cause de ce truc-là. Maintenant, quand je viens à Kuala Lumpur, j'ai habité, je commence à bien servir. Très bien. On m'appelle, on dit ça va, je dis ça va. Et ma famille me demande ça va, je dis ça va. Je dis là-bas c'est très bon. Je dis n'essaie pas de me déranger là-bas. Je ne peux pas venir à Bokeh. Je reste là-bas. Maintenant, au fil du temps, je venais dans le grand foyer parce que c'est pas distant, saluer et aller, saluer et aller. Arrivé à un moment, j'étais avec mes enfants. En venant, mes enfants m'ont devancé. J'ai quitté une petite brousse là, je venais. Une petite parcelle que j'avais achetée. Je venais avec mes enfants, ils m'ont devancé. Ils viennent, je ne les vois pas. J'ai vu à la maison, je ne sais pas s'ils les avaient cachés ou bien les avaient laissés sortir. Je ne les vois pas, j'étais inquiet, je crois qu'ils avaient disparu. Je les recherche, je les rencontre, j'appelle la grande, je dis ah, mais comment tu as devancé avec ta jeune soeur jusqu'à ce que j'ai eu peur. Mais quand je l'ai appelée, elle avait eu peur de m'approcher. Elle dit moi, qui suis ton papa, tu as peur de m'approcher, pourquoi? Il dit, mais dans le foyer, j'ai dit, vous voulez que mes enfants même ne m'osent plus? Il dit, ça fait pleurer. Mais par rapport à mes enfants, il n'y a pas ce moment où moi je ne pleure pas. Tout ce que la femme là, ma dite femme fait à ma personne, elle me promet même une mort prématurée. Ce que tu n'as pas laissé tes frères ne te laissera pas. Si tu n'écoutes pas nous les femmes, nous on cuisine pour toi. Tu es en désaccord avec toutes les femmes ici. C'est nous qui cuisinons pour toi, c'est nous qui faisons tout pour toi. Pour ta sécurité et ta santé. Ce qu'il ne veut pas te dire. Si tu ne nous écoutes pas, tu n'auras pas longue vie. Tu connais la communauté africaine, non? Mais à chaque fois, elle me dit des trucs comme ça. Et puis, elle ne pense même pas qu'elle a des enfants avec moi. Elle ne pense même pas avec des enfants là. C'est ta femme qui ma te propre parle femme. comme ça. Et même mes parents me le disent. Hein. Ce qui n'a pas laissé, même mon papa me le dit. Ce qui n'a pas laissé tes frères ne te laissera pas. Tes frères sont qu'est-ce qu'ils ont? Mes frères, bon, s'il le faut, ils ont de la démence. Ah ouais? Bien sûr, bien sûr. Ils ont de la démence. Ils sont grandis, ils sont nés, grandis, commencent à travailler. Jusqu'à ce malheur leur est arrivé. Et quand on me le promet... Ils sont combien tes frères? Ils sont trois. Il y a Sekou Kumbasa, il y a Aboka Sidiki Kumbasa, il y a Mohamed Lamine Kumbasa. Tous sont dans cette condition. Tous sont dans cette condition. Aboubakar Sidiki Kumbasa et qui? Et mon grand frère. Mais moi, bon, allons-y. Sinon, j'avais un certificat sur lequel est mentionné le nom d'Aboubakar Sidiki Kumbasa. Certificat de quoi? Un certificat de décès. Il est vivant? Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Aboka Sidiki Kumbasa est vivant. Et puis son certificat circule. Son certificat, s'il vous plaît? J'ai vu un certificat de décès. C'est écrit Aboubakar Sidiki Kumbasa. Et ce certificat-là, c'est grâce à ma femme que j'ai connu que ces certificats-là sont dressés contre notre personne à la maison. Je m'étais énervé, acculé. C'est ce qui fait même la conclusion de tout ce que je vais vous dire, que vraiment, que l'État m'aide à travers Doumbouya. On ne va pas tout rentrer parce qu'on est dans l'entame de la situation. Mais si vous n'exposez pas les problèmes, ce pourquoi vous êtes là, comment vous pensez que l'État puisse vous venir en aide? Il faut exposer ce pourquoi vous êtes là. Non, le certificat de décès là. Oui. Tous les enfants de cette famille-là ont leur certificat de décès qui sont déjà édités, signés, consignés par un médecin. J'ai même pris ces papiers, aller chez le procureur de Bokeh. J'ai dit, même procureur de Bokeh. Vous avez ces papiers? Bien sûr. Où sont-ils? Ils sont là. Si vous dites tous les enfants, donc ça veut dire même vous? Même moi, mon certificat, mais moi, c'est quand j'ai discuté, quand la maman a su que quelqu'un a appelé la maman à partir de la justice, dire que vraiment ton enfant est là par rapport à un problème, elle m'a rencontré avec les ménages, je lui ai dit que vraiment ce qui se passe à la maison, nous ne sommes pas d'accord. On a discuté, depuis qu'elle a tenu pour moi, jusqu'à présent, elle dit mais où est le tien? Depuis qu'il a monté le mien, jusqu'à présent, je ne suis pas arrêté en position. Mais j'ai eu... Oui, c'est ça. Oui, j'ai eu quand même l'intelligence de garder ceux de mes frères, parce que, voilà. Ça, c'est pour Aboubakar Sidiki. Et l'autre d'en bas, là. Ceci, là, c'est les associations de cession dont on nous a fait signer que nous... Mais je vois un certificat de décès, là. Il y en a bien sûr. D'accord. Oui, il y a pour mon grand frère Mohamed Lamine. La régie devrait aller, parce que tous ces certificats-là sont scannés, c'est avec la régie. Donc bon, là, je lis. J'ai sous-signé Dr Ibrahima Diallo, médecin en service à l'hôpital régional de Bokeh, certifie que Aboubakar Sidiki Kumbasa, né en 1980 à Bokeh, fils de Abdoulaye. Ton papa s'appelle Abdoulaye. Bien sûr. Et de Mariam Kompo, ça c'est votre maman. Tout à fait. Est décédé le 22 février 2020 à l'hôpital régional de Bokeh par suite d'une maladie. Sauf que il est vivant. Sauf qu'il est vivant. Lui, il est vivant. Lamine aussi est vivant. Est-ce que vous pouvez me passer ce certificat-là? Bon, vous avez Aboubakar Sidiki,
Là, vous avez Mohamed Lamine Koumbassa, enseignant. Ça, c'est vous? Ça, c'est mon grand frère. Il est aussi enseignant. Il est ancien, il est vivant. Il est vivant. Il exerce jusqu'à présent ou... Il n'exerce pas. Il y a depuis 10 ans qu'il n'exerce pas. Il dit qu'ils ont la démence. Il dit qu'ils ont... Il y a plus de 10 ans qu'il n'exerce pas. Et puis, il était 2000. Sa maladie, là, c'est lié encore à la famille parce qu'il travaille. C'est la famille qui s'est mise à transporter son matricule d'ici, qu'on a ne sait pas pour quelle raison. 21 février 2001. Jusqu'à ce que une lettre de son matricule a été changée. Il a perdu son emploi. C'est grâce à nous, notre cohorte là, qu'on a demandé tous ceux qui avaient des problèmes avec l'État, les anciens qui avaient des problèmes avec l'État, de venir encore, ils vont corriger leurs problèmes. C'est à travers ça encore qu'on l'a inséré. Mais bon, jusque-là, elle n'a pas mis à son salaire. En tout cas, moi je suis curieux. Est-ce que ce docteur Ibrahima Diallo... je vais tendre ça pour que à la télé, on puisse montrer ça parce que apparemment, les documents ne sont pas... Voilà, ça c'est un certificat de décès d'un de ses grands frères. Oui. Il y a 2 autres là-bas avec notre ami juriste. Bon, alors que le petit frère nous dit qu'ils sont tous vivants. Ils sont vivants. Qui a fait ces certificats-là? Qui a fait cette déclaration? C'est pourquoi déjà je veux vous... Est-ce que monsieur, le docteur Ibrahima Diallo, là, est-ce que c'est une personne fictive ou bien elle existe réellement? Parce que déjà, le médecin, il est assermenté. Hein? Un médecin, déjà... Vous savez, il y a des infractions. Le médecin, quand il agit comme ça, si lui-même il n'a pas constaté, c'est qu'il y a des conditions, même il y a des préalables à l'établissement d'un certificat de décès. Donc, si moi je vois un certificat de décès et que vous nous relatez ce matin que vos frères existent, quoique nous n'avons pas de preuves réelles de leur existence, mais si vous nous dites aujourd'hui qu'ils existent, moi je suis en tout cas curieux de savoir, est-ce que ce docteur, est-ce que c'est une personne fictive? Parce que c'est en Guinée, hein, tout est possible. Est-ce que c'est une personne fictive ou bien est-ce que réellement ce docteur existe? Ce docteur existe bel et bien. Quand c'est arrivé, je suis allé le chercher jusqu'à l'hôpital. On me l'a indexé que c'est lui ça. Docteur Ibrahima Diallo, médecin en service à l'hôpital régional de Boké. Il existe? Oui, il existe bien et bien sûr. Wow. Est-ce que vous avez son numéro, ce médecin? Non, très malheureusement. Je n'ai même pas tendu la main. Et puis curieusement, tous ces certificats ont le même numéro. Voilà, curieusement. Numéro 33. La première personne, Mohamed Lamine Koumbassa, qui est né en 77 et a rendu l'âme en 2001 à l'hôpital régional de Boké. Le numéro, c'est numéro 33. Et également, le certificat de décès d'Aboubacar Sidiki Koumbassa également, c'est le même numéro, curieusement. Vous appelez comment? Moi, c'est Ali Badara Koumbassa. Vous, c'est Ali Badara. C'est pas, vous n'êtes pas Aboubacar Sidiki. Pas du tout. Vous êtes Ali Badara. Oui. Mais vous certifiez mordicus que Ali Badara, Aboubacar et Mohamed Lamine sont vivants. Bien sûr. Tout Boké connaît ça. Mais qui peut aller voir le médecin pour annoncer leur décès au point que ce dernier puisse faire des certificats de décès? Bon. En tout cas, les papiers là sont tirés des archives de M. Abdoulaye Koumbassa, qui est le père de famille. À ma connaissance, si c'est lui qui les a déjà enfilés, gardés, il peut répondre à savoir avec qui il a pris. En tout cas, moi, j'aurais... Abdoulaye, c'est votre papa? C'est notre papa. Il est vivant? Il est vivant. Vous avez son numéro? Non. Vous n'avez pas le numéro de votre père? De votre papa, vous n'avez pas? Très malheureusement. Pourquoi? Parce qu'on ne se communique pas. D'accord. Et pourquoi vous ne vous communiquez pas? Ça, c'est depuis... Bon. Je vais dire qu'on a été éduqués comme ça. Ça, c'est pas moi celui-là. On ne se communique pas en famille. Et les soeurs et les frères, on ne se communique pas. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Waouh. Sincèrement, c'est ça la vérité. En tout cas, moi, j'aurais beaucoup aimé qu'on rentre en contact avec ce médecin, parce que un médecin quand même qui est assermenté ne va pas se permettre d'établir un tel acte, parce que déjà, on sait, lorsqu'on signe sur un acte, on engage notre responsabilité. Et ce qui est bizarre, donc, sur le cachet... Oui, sur le cachet, il n'y a pas de numéro. C'est pourquoi j'ai posé la question de savoir, est-ce que c'est parce que c'est possible, on peut aller confectionner du cachet et mettre du nom de personnes juste pour essayer de brandir cela en guise de preuve. Ça, c'est le regard du juriste. Ben voilà, donc c'est le pays, tout est possible. C'est pourquoi j'ai demandé, mais s'il nous atteste qu'il est réellement allé à l'hôpital et il a rencontré le docteur, il est là, mais déjà... Il est là-bas. Je me dis que ce docteur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a... Mais bon...
je vais pas trop m'étaler, je serai à la défensive parce que déjà je n'ai pas la preuve qui atteste réellement que ces personnes existent. J'ai juste vu un certificat de décès qui a annoncé lors de ces quoi qu'il y a assez d'imperfections, d'irrégularités dans cet acte. Mais voilà, donc on n'a pour le moment rien sous nos mains qui prouve que ces personnes existent réellement. Est-ce que vous avez quelqu'un qui peut témoigner de ce que vous êtes en train d'expliquer là? Oui. Bien sûr, ce que je suis en train d'expliquer, c'est des communications intercoupées. Il y a des communications qui sont réellement relatives au foyer, donc je peux vous donner quelques personnes qui peuvent aussi témoigner cela. Il y a des communications qui sont un peu relatives à la famille, peut-être aux relations interfamiliales. Aux relations interfamiliales, comme la mésentente entre madame et moi qui a été récurrente, où beaucoup de personnes ont été témoins de la Vous avez le numéro de madame? Très malheureusement, mon enfant avait mouillé mon téléphone quand j'ai réactivé. Vous n'avez pas le numéro de votre femme en tête? En tête. Elle change trop de numéros. Ah ouais? Trop de numéros parce que, comme je l'ai dit, elle n'a même pas égard au téléphone. Elle n'a même pas égard. Change de numéro. Voilà. Alors moi, je vais vous poser une question parce que les pièces que vous avez fournies, moi j'ai remarqué dans ces pièces qu'il y a environ 5 plaintes. 5 plaintes que vous avez déposées à l'encontre des personnes différentes. Vous avez déposé 2 plaintes le même jour, un jeudi, je pense 2 novembre si je ne m'abuse, 2023. Deux plaintes, après le 4 une autre plainte, après le 22 une autre plainte. Comme ça, vous avez porté 5 plaintes. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous l'avez fait. Est-ce que vous pouvez un peu donner des explications relatives à ces plaintes-là? Moi, tu me fais peur. Hein. Parce que toi, tu retiens les dates. Wow. Tu me fais peur. Vous pouvez aller. Ok. Vous savez, la première plainte, si la première plainte était examinée, on n'en serait pas là. D'accord. Est-ce que vous avez ces plaintes-là sur vous? Oui. Est-ce que c'est vous qui avez déposé ces plaintes? Tout à fait. D'accord. Mais sauf que il y a une mécompréhension dans la gestion de la justice en Guinée. Le problème de la Guinée, c'est la justice. C'est-à-dire? Ça va se régler, il ne faut pas nous attaquer, hein. Ça va se régler. C'est-à-dire que la vérité ne peut être forte que quand les traitements sont justes. Et la vérité est en tout le monde, dans son service, dans la gestion de la famille, dans la circulation. On veut vivre dans la vérité. On veut que quand on se déplace, qu'un motard ne vienne pas nous chavirer par erreur, par faute. S'il est juste, nous sommes justes, chacun peut vivre en paix. C'est la justice qui nous donne la paix et la bonne conduite dans le pays. Pérenne. Ça, c'est clair. Mais tout ce que nous vivons comme ça, si ça ne marche pas, c'est que quelque part, ceux qui rendent justice sont un peu légers, ou bien c'est un peu social dans la prise de décision. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui me fait dire? Comme je l'ai dit, si les autorités d'alors de Bokeh tenaient bien compte de toutes ces plaintes que j'avais déjà éditées, on ne serait pas là. Parce que je rappelle déjà que votre première plainte, c'était pour escroquerie et mariage forcé. Parfait. Voilà. Donc, on ne serait pas là. Oui. À partir du moment où les parents ont reconnu qu'ils avaient fait des fautes. Ça c'est la plainte. Ça c'est l'engagement des différents parents par rapport à madame. Ah, vous m'avez fatigué avec madame. Est-ce que vous reconnaissez que c'est vous qui m'avez donné madame sans que je vous le demande? Oui. Est-ce que vous reconnaissez qu'avec madame, on a eu trop de problèmes dont elle n'avait pas raison? Vous reconnaissez toutes les prérogatives que vous lui avez données, elle n'a pas exécuté? Oui. Est-ce que vous êtes sûr que vraiment j'ai souffert? Il faut que les enfants soient hors danger. Il faut que nous mettons les enfants dans une situation d'éducation et de sécurité. Oui. Maintenant, on fait un engagement. Eux-mêmes, ils attestent que réellement, le truc là, c'est eux qui m'ont mis là-dedans. Tout ce que j'ai vu là. Bon, à vous entendre, moi en tout cas, ça donne susciter ou ça donne à penser sur un aspect. Quand vous dites que vous avez été forcé de prendre votre femme en mariage et que dès après le mariage, vous avez commencé à constater des problèmes. Moi, je me demande, il y a eu combien d'intervalles à compte du jour où on vous a présenté votre femme et le jour de votre mariage? Parce qu'en principe, des personnes qui doivent se marier pour le meilleur et pour le pire doivent se connaître avant de contracter le mariage. Parce que le mariage, avant tout, c'est un contrat. Donc, je me pose la question, est-ce que vous vous êtes réellement connu avant de célébrer votre mariage? Ouais, ça, c'est si vous avez passé un moment de fiançailles. Merci.
Parce que si vous avez passé un moment dans les fiançailles. La dame, la seule fois que je l'ai rencontrée, c'était à moins d'1 heure lors de nos présentations physiques. À moins d'1 heure, le deuxième c'était le jour du mariage. Ah bon? Oui. Qui est Lansana Kompo? Sana Kompo, voilà. C'est lui qui a créé tout ça. C'est le commanditaire de tout ce que je suis en train de subir dans ces 9 ans-là. Lui, c'est un marabout. C'est un marabout. Il se déplace de village en village. D'accord. De ma propre maman, une fois, elle était inquiète. Elle me dit, ah, elle dit, c'est Sana qui nous a mis dans ça. Et il est quoi dans la famille? Il est le jeune frère de la maman. Donc c'est ton oncle? C'est mon oncle. Il dit, ah, c'est Sana qui nous a mis dans ce problème. Il dit, Sana va prendre l'argent avec les parents là, dire que il peut chercher à la fille là, un mari. Maintenant, c'est ça qui nous crée le problème comme ça. Ah. Qui est Mohamed Saliou Kompo? Mohamed Saliou Kompo, c'est le complice de Sana. C'est eux. Partout où Sana ne peut pas ouvrir, c'est Mohamed Saliou Kompo, mais je ne vais pas ouvrir. C'est eux. D'accord. Donc, à vous entendre, c'est comme si c'est Monsieur Sana qui aurait promis aux parents de la dame qu'ils pouvaient chercher un mari pour leur fille. Et c'est vous qui avez été le mari là. C'est moi qui ai été le mari là. Qui est Mohamed Diaby? Mohamed Diaby, c'est l'oncle de la fille. Qui est Salimatou Koumbassa? Salimatou Koumbassa, c'est ma grande soeur. D'accord. Alors, après, dans la même plainte, vous avez porté pour... c'était 2 faits, hein? Oui, c'était oui, mariage forcé et escroquerie. Oui. Voilà, si vous avez dit pourquoi vous avez porté plainte pour mariage forcé, déjà là, c'est oui. clair. Oui, oui. Pourquoi vous avez donc porté, dans la même plainte, vous avez mentionné l'infraction d'escroquerie. Vous savez, l'escroquerie, c'est user frauduleusement de la confiance, du bien d'une autre personne. User frauduleusement? Oui, oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire... c'est une expression juridique, faites attention. Tout à fait. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que moi... Tirer profit de manière malhonnête, de manière déraisonnable, de manière mensongère, la confiance, l'argent... Bon, je vais vous aider avec l'escroquerie. L'escroquerie, c'est le 403 du code pénal qui le prévoit. Oui. C'est le fait de passer par des manœuvres frauduleuses et retirer les biens d'une personne, qui est différente de l'abus de confiance. L'abus de confiance, c'est lorsqu'on vous confie un bien et qu'un bien de manière précaire, là vous devrez rendre soit représenté, et si vous détournez ce bien ou vous en faites un usage personnel, là on peut parler d'abus de confiance. Donc vous avez porté, vous dans votre plainte, vous avez mentionné l'infraction d'escroquerie. C'est cette escroquerie que moi je vais réellement comprendre ici. Sinon, moi j'avais noté ici par définition que l'escroquerie, c'est user de manière frauduleuse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Laissez la plainte là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez estimé que c'était de l'escroquerie? Parce que s'il veut me mentir, connaissant que la chose n'est pas telle, d'accord, il me ment, il me met en confiance, en amour. D'accord. Et peut-être pour que j'ai confiance en lui, pour que je l'aime, pour que je l'offre quelque chose, ou pour que je croie en lui. Pendant qu'il y a un mensonge. D'accord. À mon avis, il m'a escroqué, il m'a menti pour réussir. Donc, on vous a menti pour vous retirer vos biens. On m'a menti pour retirer ma confiance. On m'a menti pour faire passer leur mission. On m'a menti aussi, voilà. Ah, à leur mission, le fait de vous marier là? Oui, oui. D'accord. On m'a menti pour faire passer leur mission. On m'a menti pour avoir ma confiance. C'est de bonnes personnes qui m'aiment pendant que ce n'était pas ça. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Est-ce que... Bon, allez-y, maître, allez-y. Oui, et également, dans la même plainte, vous avez porté plainte contre le président du tribunal de Boké. Oui. Oui. Oui, oui. Oui. Parce que c'est... Merci. C'est à travers lui qu'on est là maintenant. Parce que tout ce qu'on faisait à l'intérieur, c'était des choses que je cherchais la solution. D'accord. Comment m'en sortir dans cette situation-là, sans que vraiment ça soit à la connaissance de l'opinion publique. Parce que c'est très effrayant, c'est très désastreux. Oui. Très désastreux. Oui. Moi qui vous parle du côté papa, du côté paternel. Oui. Tous les enfants des frères, papa, maman, tout ça là, je suis le seul garçon. D'accord. Moi qui vous parle. D'accord. Du côté paternel, mon papa, ses frères, ses grands frères, ses jeunes soeurs, ses grandes soeurs, tous leurs progénitures, je suis le seul garçon sain et vivant. Waouh. Sain et vivant. Oui. D'accord. Du côté maternel, nous sommes 3 saints et je suis le seul intellectuel. Je suis le seul un peu inséré. Tous les autres là, c'est des champions. Nous sommes 3 saints. D'accord.